guess I gotta introduce myself, do I? I guess not. For I'm a sensitive man. Sensitive man. Halpersty est un poète canadien du XXe siècle qui a bénéficié d'une notoriété singulière du début des années 60 jusqu'à sa mort en 2000. Dans un pays qui ne bénéficie pas d'une identité nationale particulièrement marquée, Halpersty a pourtant réussi à être salué comme une synthèse parfaite de la culture locale, de l'esprit de la population. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous Français ? Eh bien, en tant qu'homme d'Amérique, Purdy possède une perspective où tout ce qui est soi commence dans le moderne et se termine dans le moderne. Mais l'on ne parle pas d'une modernité états-unienne pleine de rebondissements, d'aventures, d'apothéoses, de puissance et de fraîcheur, une modernité à la Walt Whitman. C'est une modernité stagnante, immobile, muette, une monotonie froide et boueuse, de gris, de brun et de bleu marine, toute de lenteur et de silence, où la parole humaine n'est pas plus salvatrice que des cris d'oiseaux, ou le grognement des bêtes. Rien qu'une ponctuation impuissante dans un inaltérable bruit ambiant. De passage. Passager des wagons de fret au départ de Winnipeg une matinée après la pluie, si proche du branle violent des champs que c'est comme de courir et de courir, nu avec l'été dans la bouche, et le gars derrière vous grogne et dit « T'as une clope ?» Être petit garçon à peine 1 minute et vous entendez le ballast en fer grondant, chanter sous les roues la nuit, et une porte qui s'ouvre violemment, kilomètre après kilomètre, arrivant dans la ville de Regina avec une tempête de poussière, s'amassant derrière vous, et un gars auquel vous avez à peine adressé la parole vous tape l'épaule, l'air coulant, et dit « T'as une clope ?» Arrivant aux montagnes de Crow's Nest avec votre première barbe qui vous gratte, et une centaine de mecs affamés se déversant sur des gargotes décaties pour des aumônes et même pas un sandwich pour 200 kilomètres. Seulement les montagnes, et de savoir ce que c'est de ne pas être tout à fait un enfant à présent, et écoutant les durs à cuire parler de femmes et parler de l'état des choses en 1937. Passé un certain point, il n'y a plus d'arrivée ou de départ possible. Vous êtes au lieu qui vous attendait depuis tout ce temps. Et la forme du foyer est prise sous vos ongles. La bordure de votre être s'est faite incertitude. L'identité de forêt qui furent toujours anonymes. Celle des fleuves qui se transforment continuellement. La nationalité de passagers des trains de fret pendant la Grande Dépression. Sur de longues plaines vertes et le pays montagneux, avec le meilleur et le pire d'un amour qui ne s'exprimera pas, et un type derrière vous dit alors « T'as une clope ?» Vous lui en donnez une, et vous vous tenez debout dans l'embrasure du wagon, ou bien vous regardez par la fenêtre de votre appartement de Montréal, ou bien vous opérez les machines dans une usine de Vancouver. Vous vous tenez là, vous vieillissez. De passage, c'est un poème qui a un contexte un peu particulier, parce que c'est un poème sur la jeunesse d'Halpersty, qui est une période, donc c'est celle des années 30, on parle de 37-38, et justement c'est un contexte économique extrêmement difficile, où tout le monde est obligé de voyager énormément pour trouver du travail. Et la manière dont on voyage quand on n'a vraiment pas d'argent à l'époque, c'est quelque chose d'assez répandu justement, c'est en se glissant dans des wagons de marchandises, des wagons de fret, et c'est plus ou moins toléré par les compagnies ferroviaires. Et il y a une très grande partie de l'économie qui est un peu dépendante de ce travail un petit peu saisonnier. Et puis Halpersty justement va se joindre un petit peu à ce mouvement-là,
C'est un poème qui est à la fois très personnel, parce que c'est ses premiers tâtonnements dans la vie adulte, c'est une période où il est encore assez enfant, et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un poème qui est très typique, parce que ça parle vraiment d'un mythe très important de l'imaginaire américain, qui est celui en fait du hobo, en fait, celui du demi-clochard, un peu itinérant, qui voyage comme ça. C'est vraiment ce voyage par clandestin ferroviaire est extrêmement typique de ça. C'est un truc qu'on retrouvait déjà chez Jack London dans les Vagabonds du rail, c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup dans la littérature américaine, même longtemps après le phénomène du hobo, qui est plutôt un phénomène du fin 19e jusqu'au dans les années 30-40, et qui a beaucoup marqué justement la littérature beatnik, et qu'on retrouve jusque, par exemple, dans le film de Sean Penn, Into the Wild, il y a des passages comme ça sur ce type de voyage ferroviaire. Profondément marqué par l'existence laborieuse et misérable des années 30, où son regard s'éveilla au monde, Purdy resta toujours très sensible aux vies d'attente, sans horizon, dont toute l'énergie s'épanche à pure perte et sans consolation, chez pratiquement tous ceux qui peuplent son quotidien. La poésie constitue pour lui un espace où trouver les mots salutaires, les pensées inavouables que la métaphysique moderne ne permet pas. C'est une manière pour lui d'évoquer l'infini, sans avoir à basculer dans le religieux. Poème pour l'une des Annettes. Laquelle d'entre vous? Oh, à présent, je reconnais ce nez larmoyant philosémite, fait sur mesure pour les baisers de ton homme Murray, mais il est parti, n'est-ce pas? Oh, Annette, pleure comme jamais, pour Columbus dans l'Ohio et Taos au Nouveau-Mexique, où il est et où tu n'es pas. Comme si le monde avait pris fin, car c'est bien le cas. Ou bien l'Anita, aux hanches dénudées, qui pourrait briser un homme en deux au lit, et ses énormes seins rubins s'arracher à la toile et fixer sur une femme vivante qui tyrannise Montréal, comme si toute la satanée ville était un lupanar plein de millionnaires aux penchants littéraires aspirant à ce genre d'amour de conte de fées salaces, et c'est bien le cas. Ou Janine de Pologne, qui est citoyenne canadienne encloquée à Montréal par un ricain de Columbus dans l'Ohio et abandonnée, et l'avortement s'est fait à Ville-Mont-Royal et le fœtus n'avait pas de nom. Pleure sur ton propre manque de jugement de l'avoir aimé avec de bonnes larmes qui ne couleront pas, mais demeureront dans le bleu commencement de chaque soirée quand les veilleurs pointent à l'usine et les amants sont visibles comme des phalènes flottant sur les coins de rue, en un orbite d'argent excentré, aussi permanent que d'autres dans la cynique métropole de Maisonneuve. Pleure la maladie commune avec des larmes ordinaires, comme si elles allaient inonder toute la ville presque romantique de Montréal, avec la lumière de tes ténèbres et suivre les canaux et les égouts en luisant, au travers des stations d'épuration, au bord du fleuve et jusqu'aux déchets industriels de tes rêves à la mer informe, maternelle et unicellulaire. Oh Anita, c'est bien le cas. Le choix de Montréal comme décor pour ce poème n'a rien d'anodin en fait. Montréal et le Québec en général, c'est une région qui a un statut un peu à part au Québec, parce que c'est vraiment une région où on parle une langue qui est différente de celle du reste du pays, et qu'en fait pour un Ontarien ou pour n'importe quel autre Canadien, c'est quelque chose d'un peu dépaysant. Et même à l'intérieur de la ville, en fait, les anglophones ont tendance à vivre vraiment de manière très isolée des francophones et vice-versa. Du moins, il faut savoir qu'à Montréal, à l'époque,
on vit complètement en autarcie, quoi, quand on est anglophone. On vit dans sa propre petite ville, on est séparé par une rue qui s'appelle Main Street, et d'un côté ou de l'autre de la rue, on ne parle pas la même langue, et ça s'arrête là, quoi. Et justement, Alperdi, il va vraiment faire quelque chose qui finalement est assez fort pour l'époque, qui est de forcer le regard à s'intéresser à ce Montréal interlope des francophones, des immigrés, qui justement a tendance à plutôt à exister en marge du reste du Canada et de la ville, quoi. Il va aussi aller encore plus loin parce qu'il va créer une image en fait du Canada complètement bigarrée, où il va mettre à la fois une immigrante portugaise qui est l'Anita dont il parle justement par la suite, ou alors une immigrante polonaise, etc. Et puis finalement il va complètement éclater en fait la conception un petit peu réconfortante du Canada que se fait un Ontarien classique, quoi. Et justement ça représente un contrepoint quand même assez important à ce qu'est le regard ordinaire d'un Canadien anglais de l'époque, qui aura plutôt tendance à essayer de refouler cette partie de la conscience nationale, quoi. Comme il est convaincu que ceux qui habitent un monde en constituent la clé, la poésie d'Alperdi s'intéresse beaucoup à ces co-détenus du XXe siècle, de la basse classe moyenne, toujours les bras pleins de ce que le présent leur a jeté à la figure aujourd'hui. Cette poésie sera donc souvent une poésie du récit, à la première personne, celle d'un témoin, d'un homme désarmé qui se sent dépassé par ce qu'il perçoit. Cellule de dégrisement. Un homme martèle la porte continuellement. Il est si bruyant, mes oreilles en souffrent. Hurle monotone. « Laissez-moi sortir !» Une ampoule grillagée flotte au plafond, où une mouche à merde tourne en rond, et il y a un matelas crasseux, pruni, trop petit pour la couchette fixée au mur. Et une haute fenêtre à barreaux laisse une ombre de moisissure ramper dans les coins de la chambre. L'homme continue de marteler la porte jusqu'à ce que vienne un gardien. « Pour votre information, je connais le maire de cette ville, » il dit au gardien. « Et ça n'augure rien de bon pour vous, si vous me laissez enfermer ici. » Le gardien se marre et se détourne. « Ça ne sert à rien, » je dis à mon camarade de cellule. « Attends le matin. À ce moment-là, on sera dans la cour d'un magistrat, et être bourré, c'est pas si sérieux comme « Vous êtes qui ?» Le type me demande. « Je vous connais pas. » « Je suis ton ami, » je lui dis. « Et ça fait longtemps que je suis ton ami. Tu ne te souviens pas ?»« Je vous connais pas du tout, » il hurle. « Vous approchez pas de moi. » « Si c'est comme ça que tu le prends, » dis-je. Et tout d'un coup, je ne suis plus si sûre de ce que je viens de dire. La mémoire est une drôle de chose, n'est-ce pas ? Je vous en prie, asseyez-vous et attendez le matin, je lui dis d'une manière très raisonnable. C'était la chose à dire, vous ne pensez pas ? Mais il se retourne et martèle la porte. « Gardien, gardien, je veux une cellule pour moi tout seul, vous m'avez mis avec un cinglé ici !» Il est si bruyant. Et je le regarde tambouriner sur la porte en acier noir, une tache de sueur qui s'étend sur son dos, sa tonsure toute luisante. Il me regarde derrière son épaule, visiblement terrorisé. Et j'ouvre grand mes mains pour lui montrer que je n'ai rien que de bonnes intentions. « Vous approchez pas de moi, n'approchez pas !» Il s'éloigne jusqu'à un coin, tremblant, tandis que je m'assieds sur la couchette pour attendre le matin. Et je pense, c'est mon ami, je sais que c'est mon ami. Et je lui dis, tu es mon ami, non ? Mais le voilà qui retourne à la porte, et il fait un de ses boucans. Dans le deuxième plus grand pays du monde, avec une population d'à peine 33 millions d'habitants, le paysage qui sépare les villes entre elles est un vide absolument terrible. Le Canadien d'Alperdi est celui qui traverse ce vide tous les jours, qui le vit sans aucun espoir de lui échapper, qui, en l'intégrant, a mué l'angoisse en une sorte de calme.
des kilomètres et des kilomètres de nature inhabitée exacerbent cette modernité d'impuissance, la confirment interminablement. Et Purdy a vécu toute sa période la plus productive, plongé dans ses campagnes vides, inquiétantes, dans une cabane faite par ses soins avec des matériaux de récupération. Les mots, les sentiments, les élans et jusqu'au lyrisme parfois n'y étaient plus des horizons, mais une sorte de fourmilière intérieure pour une existence humiliée par l'immensité muette de la nature. Bushland, scrubland, Cashel Township and Wollaston, Elsevier, McClure, and Dungannon. Greenlands of Wesley McCoon Lake, where a man might have some opinion of what beauty is, none deny him for miles. Yet this is the country of defeat, where Sisyphus rolls a big stone year after year up the ancient hills picnicking glaciers have left strewn with centuries' rubble. Backbreaking days in the sun and rain, when realization seeps slow in the mind, without grandeur or self-deception, in noble struggle of being a fool. A country of quiescence and still distance, a lean land, not like the fat South, with inches of black soil on earth's round belly. And where the farms are, it's as if a man stuck both thumbs in the stony earth and pulled it apart to make room enough between the trees for a wife and maybe some cows, and room for some of the more easily kept illusions. And where the farms have gone back to forest are only soft outlines, shadowy differences. Old fences drift vaguely among the trees. A pile of moss-covered stones gathered for some ghost purpose has lost meaning under the meaningless sky. They are like cities underwater, and the undulating green waves of time are laid on them. This is the country of our defeat, and yet, during the fall plowing, a man might stop and stand in a brown valley of the furrows and shade his eyes to watch for the same red patch mixed with gold that appears on the same spot in the hills year after year. And growing old, plowing and plowing a 10-acre field until the convolutions run parallel with his own brain. And this is a country where the young leave quickly, unwilling to know what their fathers know, or think the words their mothers do not say. Herschel, Monteagle, and Faraday, Lakeland, Rockland, and Hill Country, a little adjacent to where the world is, a little north of where the cities are. And sometime we may go back there, to the city of our defeat. Wollaston, Elsevier, and Dungannon, and Wesley McCoon Lakeland, where the high townships of Cashel, McClure, and Marmora once were. But it's been a long time since, and we must inquire the way of strangers. Dans son lyrisme, dans son merveilleux, dans sa réflexion, Purdy ne quitte jamais cette incertitude, cette hésitation quant à ce qui fonderait de véritables principes. Une praxis juste et authentique du quotidien, de son rapport aux autres. Le point final sur ces questions est une notion superflue. Cela n'existe tout simplement pas. C'est dans l'évanescence qu'il cherche, c'est dans l'évanescence qu'il trouve presque. C'est dans l'évanescence qu'il rêve, atterrit et repart à zéro, aussi pauvre en certitude qu'à ses débuts.
on sera souvent assez proche du haïku, dans ce besoin de capturer l'éphémère, ne serait-ce que pour faire respirer des séquences de pensées ou d'événements. La complexité de ce poète cependant ne s'arrête pas à cela. Il se rebelle souvent contre cette sagesse païenne du paysage qu'il ne peut pourtant s'empêcher de cultiver. Il se rebelle et va souvent chercher cet instinct dans un imaginaire qui est justement celui de la nature, celui de ceux qui furent hommes avant lui et que rien n'a sauvé. Lamentation pour les Dorsets. Des ossements animaux et des anneaux mousseux pour les tentes, racloirs et pointes de lance, des cygnes taillés dans l'ivoire, tout ce qu'il reste des géants de Dorset, qui refoulèrent les Vikings jusqu'à leurs longs navires, parlèrent à leurs esprits de la terre et de l'eau. L'image de terrifiants vieillards, si large qu'ils brisaient l'échine des ours, si infime qu'ils rôdaient derrière des radeaux faits d'ossements, dans le cerveau des chasseurs modernes, parmi de bonnes pensées et des choses chaudes, et ils sortent la nuit pour cracher sur les astres. Les grands hommes aux doigts malins qui n'avaient pas de chiens et qui tiraient leurs traîneaux dessus les océans arctiques, des géants gauches, tueurs de phoques, ils ne purent survivre aux petits hommes, venus de l'ouest avec leurs chiens, ou bien dans un cycle de chaleur climatique, les phoques s'en sont retournés aux eaux froides, et les Dorsets confus se grattèrent la tête de leurs pouces velus vers 1350. Ils n'ont pas pu résoudre l'énigme, allèrent de ci de là en se disant les uns aux autres « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les phoques ?» Et puis moururent. Des gens du XXIe siècle, des locataires d'appartements, des gérants de la mort néon, faiseurs de guerre aux objets explosifs. Ils ne nous ont jamais imaginés dans leur futur. Comment les imaginer eux dans le passé, accroupis parmi les glaciers mouvants, il y a 600 ans de ça, munis de lampes luisantes. Aussi loin, ou presque, que les trilobites et les marécages, à l'époque où advint le charbon, où le dernier des grands reptiles siffla, dans la direction d'un mammifère de la taille d'une souris, qui couina et s'enfuit. Est-ce qu'ils ne se sont jamais rendus compte de ce qui leur arrivait? Un vieux chasseur avec une jambe raide qu'un ours avait mâchouillée, assis dans une tente en peau de caribou. Le dernier Dorset? Disons que son nom fut Kudluk, taillant des cygnes en ivoire de 2 pouces, pour sa petite fille décédée, les tyrans de son esprit, des lieux de son esprit, où sont les images. Il choisit un outil de pierre aiguisé pour graver des motifs de lignes parallèles des 2 côtés du cygne, le tenant dans sa main gauche, appuyant et communiquant le poids de son corps, du cerveau au bras et à la main droite, et l'une de ses pensées se transforme en ivoire. Le taillage s'interrompt dans une naissante obscurité, à l'issue de la fin, après 600 ans. La pensée d'ivoire demeure chaude. Il faut comprendre que dans le nord du Canada, dans le Canada arctique, il y a vraiment eu 2 populations indigènes qui se sont suivies historiquement. La première étant celle qu'on appelle la culture des Dorsets, qui elle date de l'Antiquité, et qui a disparu à peu près au XIVe siècle, au siècle précisément où la culture inuite s'est mise en place et lui a succédé. Et les Inuits, eux, viennent de l'Oural à l'origine. C'est la population indigène la moins ancienne du Canada. Et en vérité, pour redonner vie
à cette population dorsette, qui est le sujet de son poème, Alperdi ne va pas du tout entrer dans les clichés des auteurs de son époque, qui ont tendance à fantasmer comme ça une Amérique précolombienne d'une manière un peu fantaisiste et un peu romantique. Alperdi va véritablement s'intéresser à la fois à la tradition orale inuite. Il va aussi puiser quelque chose dans la saga du Vinland, quand il parle justement de ces vikings qui se font repousser vers la mer par des Dorsets. On sait que les vikings ont croisé des Dorsets à l'époque où ils ont plus ou moins occupé le Canada. Et puis il va aussi tout simplement s'intéresser à la tradition archéologique, aux fouilles archéologiques qui ont lieu sur les sites de la culture des Dorsets. Et à chaque fois qu'il parle en fait des signes qui sont taillés dans de l'ivoire, tout ça c'est des... quand il parle de ce qu'il reste des Dorsets, quand il parle de ces anneaux de tente, etc., tout ça, ça vient des fouilles archéologiques, ça se voit dans des musées, etc. Et donc finalement, sa manière de s'intéresser à cette culture amérindienne est très respectueuse et beaucoup plus rigoureuse que ce à quoi on s'attendrait pour un auteur de l'époque. Cette rébellion contre le calme qui gagne si souvent son propre poème se mêlerait presque à l'admiration de Purdy pour les parias, les paumés cruels pleins d'épines. En effet, qui mieux qu'eux pour flairer les dangers de la sagesse et ruminer une guérilla hargneuse contre le bon sens. « 85 ans, ce misérable ivrogne. Le vieux salaud crèvera jamais, disait l'homme là où il mangeait et créchait. Mais si, en fait. Cependant, je dirais ceci pour la postérité d'Alex. S'il l'exhume dans 1000 ans et lui fout un robinet dans le bide, eh bien, son gloussement féroce enfoncera un clou dans le silence. Son rire rompra du bois de corde et les arbres feront des rondes jambes, comme de verts serviteurs. Le monde titubant s'envolera en ivresse et les hommes sobres s'enfuiront effrayés. Donc vous vous dites, est-ce que je l'aimais bien ? Non. En tout cas, pas tout à fait. Une fois, il a dit à ses fils et ses filles d'aller se faire enculer et dégueuler sur leur mémoire. Ce serait comme d'aimer des champignons vénéneux, aimer d'avoir un flingue pointé sur soi. Il restait assis chez lui 3 semaines à boire du whisky, à chanter des chants paillards et à réciter des vers et des chapitres de la Bible. Sa piété méchante et bourgeoise en une lente agonie. Ils l'ont roulé sur un brancard comme un vieux porc, et ils l'ont fait tout beau avec des cosmétiques. L'ont vidé de son sang avec une machine, et puis l'ont balancé dans le sol comme un débris. Je ne suis pas en deuil. Personne ne l'est. Ce serait comme faire le deuil d'un ulcère. Alors pourquoi commémorer une maladie dans un poème ? Je ne sais pas. Mais sa haine était charmante, gratuite et sans lésine. Sa petitesse avait la qualité de faire en sorte que tous les autres se sentent nobles, et donc de les rendre minables. Je cherche désespérément des bonnes qualités, et je finis par ramper dans le crâne en décomposition et dans sa gorge noueuse, pour y gueuler des obscénités comme des bénédictions papales, sachant que de temps en temps je suis au moins Dieu. Eh bien, qui se souvient longtemps d'une échymose violette et jaune ? Mais tant qu'il était là, il était un soleil couchant. Alors Alperdi, c'est quelqu'un pour qui l'alcool a joué un rôle quand même assez important. C'est quelqu'un chez qui il entretenait un rôle très étroit avec l'inspiration. En fait, il buvait en écrivant, il buvait en socialisant. Il a aussi beaucoup écrit sur l'alcool. Il a beaucoup mis ça en avant. Et vers le milieu de sa vie, il s'est même mis à produire sa propre
sa propre cuvée, il s'est intéressé à la viticulture. D'ailleurs, c'est un vin assez ignoble, qui avait la réputation de sortir de la même couleur qu'il rentrait. Et finalement, c'est quelque chose qu'il a beaucoup mis en avant, parce que c'est vrai que c'était très vendeur, et que c'était très... et que ça lui faisait un personnage littéraire assez facile à exploiter. Et que ça plaisait, en fait, tout simplement. Mais c'est finalement quelque chose qui a aussi fini par un peu lui desservir, parce que c'est vrai que ça occultait quand même une certaine partie de son œuvre qui avait vraiment rien à voir avec ça. Mais malgré tout, ça a quand même produit une certaine veine chez lui, une certaine veine de poèmes qui sont tout de même très intéressantes. Le déclarant n'a rien à ajouter. Je suis pris au piège d'une vieille maison pleine de pinceaux et de marteaux, de scies et de niveaux à bulles et de trucs dont je suis supposé me servir dans un but constructif, mais à la place je bois un whisky et je vérifie que cette conserve de fruits n'a pas fermenté dans la cave dont je suis supposé ajuster les chevrons avec un cric, et de fait j'ajuste avec un cric, et Dieu crie dans les charpentes et serre la pince à toutes les poignées de porte, les prenant pour des hommes d'affaires, et US Steel ça ferme à 19h84. Mais je préfère mon Seagram's 83, qui lui ne ferme pas de la nuit. Et il y a 16 Bibles King James et 12 missels dans cette cave, et pas un mot de mensonge. Et ému par une sorte de pulsion religieuse et tendre, je chante « Throughout the Lifeline » aux morts qui furent vivants dans cette maison centenaire et qui furent tous mélomanes, et quelqu'un toque à la porte. Et j'opine que ce doit être l'agent de recouvrement, et j'opine qu'il doit y avoir un village dehors pour qu'il puisse y avoir des agents de recouvrement. Dans tous les cas, il n'est pas le bienvenu. De toute façon, j'ai le Seagram's et des scies, des marteaux et des pinceaux, et je grimpe les murs jusqu'au grenier, et je chante à Dieu du toit, ayant rôté bruyamment pour capter son attention, je chante « Show me the way to go home ». Mais il ignore les sons mélodieux. Et les clous sont tordus, on a peint sur le verre. Et des émotions mortes souffrent malgré tout, et la mort se fait attendre longtemps depuis la naissance dans cette maison où j'ai vécu jadis, et me tient assis à écrire et à boire du whisky. Et les fantômes de tous les Purdy's jamais nés font des sifflements à haute voix et me maudissent. Mais c'est inutile. Je refuse fermement de contribuer aux missions étrangères. J'ai le Seagram's, et il me semble que je n'ai jamais été nulle part d'autre qu'ici. Donc je martèle un clou vindicatif, il se tord. Je lave la fenêtre vigoureusement, elle se brise. Et je me coupe le doigt sur ce verre de merde. Oh, de toute façon, j'ai le Seagram's. Non, pardieu, je ne l'ai pas. Quelqu'un l'a bu, le salaud. Le moteur du frigo bourdonne et gronde. Le silence s'adresse à lui-même une grimace. Les murs craquent et marmonnent comme des idiots. Il y a quelqu'un à la porte qui souhaite me livrer mon certificat de décès. Et d'agréables couronnes et fleurs pour grabataire. Un titre en pleine propriété pour une tondeuse usagée. Absolution pour vos péchés, absolument. Sortez vos morts et venez vous-même. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez moi. You've written poetry for a long, long time. Was some of the first stuff awful? Oh, it was so awful. First book I had, I published it myself. It was published in Vancouver. It was called The Enchanted Echo, and it was so bad you can't believe it. Alors, pour faire un point plus biographique, Alperdi, c'est pas seulement un poète qui a percé très tard, c'est un poète qui a commencé à produire un travail intéressant très tard. Il a passé 20 ans à auto-publier des poèmes à lui, et tout le monde s'accorde à dire que ça mérite pas vraiment d'être lu, quoi. Sa carrière, elle commence vraiment à partir de Poems for All of the Annets, et ça c'est début des années 60, quand il a déjà 40 ans, quoi. Mais c'est pas uniquement à cause de son œuvre qu'il est aussi central qu'il est devenu. C'est aussi parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la génération d'après. Et ça a été très important pour lui de transmettre le flambeau, et il s'est fait comme ça un peu des disciples, comme ça, en Ontario.
Et bon, la plus connue d'entre eux, c'est vraiment Margaret Atwood, mais il y a toute une génération comme ça de poètes ontariens qui ont vraiment été les protégés de Halpersee, quoi. Parmi ses toutes premières trouvailles, cependant, alors qu'il commence à peine à toucher un début de célébrité, c'est un jeune Bukowski qui l'entreprend d'encourager. Purdy a été très impressionné par son tout premier recueil imprimé en amateur et intitulé « It Catches My Heart with His Hands ». S'en suivra toute une correspondance qui sera publiée une décennie plus tard par The Paget Press. De celle-ci, pour conclure, nous extirpons la lettre suivante de Bukowski, inédite en français. Cher Hal, je n'écris pas très souvent parce que je veux que ça reste léger et pas que ça devienne barbant. Je suis en train d'écrire à plusieurs jeunes comparses en littérature en ce moment et j'en ai les couilles qui raclent le sol. Tu sais, tout est nouveau pour eux. La vie est chiante, la vie est un cloaque, la vie c'est tout sauf écrire un poème. La vie c'est plutôt parler d'écrire un poème et serrer les poings. Eh bien merde. Peut-être que je suis trop dur avec ces garçons, et certaines de leurs lettres sont bonnes. Mais c'est vrai que ça vire vite au tourniquet. Pourtant, je sais que tu bosses et que tu es sans aucun doute suffisamment âgé, que tu bois suffisamment et que tu restes sur ta lancée. Je peux dire que, à ce que je sache, tu es le plus grand poète vivant de cette planète. Et ça ne t'atteindra pas vraiment. Tu vas seulement t'allumer une cigarette, te servir un verre de vin et penser à la vie. La vie et les choses qui t'ont amené jusqu'ici. Mais ne te méprends pas. Tu es un homme. Tu es un roi solitaire. Tu es jovial et réel et méchant et tout ça. Et doux aussi. Mais au-delà de tout ça, tu le vis et tu le couches sur le papier mieux que quiconque. Tu ne t'es pas encore fait attraper, je ne crois pas qu'ils vont réussir à t'attraper. Ils vont peut-être un jour te foutre dans une fac, mais tu auras déjà trop de chapitres au compteur. Tu prendras ton chèque et la lumière du soleil, et tu les rouleras tout juste ce qu'il faut, comme une petite farce, avec toutes ces tripes-là. De la manière dont tu écris, ils ne peuvent pas te tuer. Seulement l'os qui s'écarte, une valve au cœur, la bite flottant au large vers la pénombre. Écoute, champion, la raison principale pour écrire, hormis de dégager une mouche du quotidien, qui pourrait bien vrombir dans ta belle âme. Crucifix dans une main de mort est sorti et je veux t'en envoyer une copie dédicacée, mais je n'ai aucune idée d'où tu crèches. À troncher des squaws, j'imagine, tandis que moi, je glisse de la bière au scotch. Oh, je voudrais pas qu'il paume le livre. C'est un monstre en grogne, 7,50 $. Dessin et couverture de Noël Rockmore, papier gaufré et tout ça. Je sais pas pour les poèmes. Ils ont été pondus sur 1 an et demi, ce qui n'est pas beaucoup, période à peine vraiment suffisante pour un travail solide. Mais au diable, pas d'excuse. Veux te faire parvenir le livre, je me fous d'où tu es. Et j'attends un pli qui me dise où l'envoyer, à ton adresse habituelle ou dans ta planque où le vent traverse les murs et tu foules le raisin. Très bien, c'est l'heure du scotch. Femme et enfants s'asseyent ici avec moi dans cette petite pièce. Elles sont là à manger de la glace et de la tarte, tandis que je tourne le bouton de la radio, que je cherche un son qui ne me retournera pas l'estomac. Et puis merde, on n'a pas besoin d'être seul pour créer, il faut juste du talent. Et pourtant moi, il me manque de l'un comme de l'autre. Et maintenant la bonne femme me parle des voix de Coloratour, tandis que j'écris au grand Purdy, putain. Mais j'y connais quoi aux voix de Coloratour? Tout ce que je sais, c'est qu'on n'est pas si loin de crever de faim malgré cette saloperie de tease et cette saloperie de tarte aux pommes. Un gamin de la Nouvelle-Orléans me dit que tu lui as écrit un petit mot et il a dit que tu lui enverrais ton Caribou Horses.
Tu t'imagines pas tout ce que ça représente pour les gosses, Al. Ça peut nourrir leurs efforts pour plusieurs années. Ça peut empêcher les usines et les putes de les achever tout à fait. Mais j'imagine qu'elles les choperont à un moment ou à un autre. Il y a plusieurs manières de voir la chose. Moi, je suis simplement enthousiaste pour ton prochain recueil. Et je suis heureux en même temps que tu n'aies pas le genre de célébrité d'un Genet, disons. Bien que je te trouve un meilleur écrivain que Genet. Oh mère, le gosse gémit, tu sais. Je repense à cette fois où je crevais de faim, Al. Cet endroit à Philly, dans un grenier, tout juste sous le toit des pigeons, moi, pensant que je pouvais écrire des nouvelles pour l'Atlantic Monthly parce que je me sentais très mal et je savais pas quoi faire d'autre. Chaud? Chaud comme l'enfer, rien que les pigeons. Cool, cool, chantant leur ancienne assommante la nuit, tandis que je rêvais de chattes dorées et de la victoire et de coucher ça comme il faut sur le papier. Toujours le même jeu. J'échouais toujours au même jeu. Et je me tiens là, piégé à nouveau, mon enfant qui hurle à ma gauche et toujours pas la moindre nouvelle pour l'Atlantic Monthly. Enfin, je veux dire, balance une adresse ou envoyer le livre. Je suis confié au scotch à présent et j'essaye de boucler cette lettre, mais comme un homme qui parle au bar sans queue ni tête, ressentant, désireux de ressentir quelque chose. Écoute, je sais que c'est qu'une lettre, mais j'aimerais vraiment que tu envoies quelque chose à Blasek du Hall. Le gamin a perdu son boulot, 2 ou 3 gosses, 2 ou 3 chiens, et puis ça n'en fait pas un homme et ça ne doit pas faire pitié, mais le gamin pense au suicide, comme nous tous. Et envoie-lui un poème que tu trouves nul, dont personne ne veut. Ce ne sera pas un mauvais poème, Albert Purdy. Un gars sacrément roublard, canadien, fouleur de raisin. Ce n'est pas possible qu'il enfante un mauvais ange, ou même un très bon mauvais poème. Quand tes doigts valent sur les touches, c'est déjà plié. Oh, regarde, à propos du livre que tu m'as envoyé, le M. Callan Sorong à Paris, ou je sais plus quoi, reste un dur, ma poule, et on lui casse la gueule, merde, mais call me, paraît un immonde tripoteur de sonnettes qui tombe sur Joyce, des éditeurs et tout ça, et un homme peut faire tout ça et encore avoir du talent. Ça, c'est vraiment étrange, tu vois, ça, c'est le truc que je comprends vraiment pas. Qu'un homme puisse lécher des culs et tout de même conserver un bout de ses couilles. Mais peut-être que ce n'était que la jeunesse. Peu importe ce que j'ai ou ce que j'ai eu, ça m'est venu tard, peut-être trop tard. Je ne dois pas être trop enthousiaste. Ça fait de nombreuses années que je charbonne, que je travaille ou flemmarde en silence, et plus de silence encore ne m'étonnerait pas vraiment. Merde, je suis bon pour la casse. Je laisse la lumière solaire chier sur les chiens qui la pourlèchent à jamais. Tout ça, c'est si vain de vraiment donner corps à sa verve. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, au fond? On n'a pas assez de moelle aux os pour chercher à entrer au gouvernement. Les burdes des curés nous font peur. Les dames nous trouvent moches parce qu'on refuse de leur mentir. On la tronche toute pâteuse des branlettes de minuit. On peut pas y arriver. On est bon pour la mort à la naissance déjà. On est des bons caves et je déteste le monstre intellectuel qui a compris tout ça. Et qui condescend à ça d'un air supérieur parce qu'il se considère étranger et ça le rendrait supposément
la crème des as. Il y a des tas d'hommes supérieurs à nous. Va tâter leur essence dans une ruelle un soir. Un lâche trouvera toujours diverses manières d'exprimer sa supériorité. Pourtant, il y a d'autres types de lâches. Je les aime pas. Je les ai rencontrés dans des usines d'une côte à l'autre. Serineurs, suceurs de cul, des casseurs de grève. Je les déteste pas. Simplement, je ne veux plus les voir. Ils me retournent l'estomac et mon petit projet de chanson. Et je ne saurais jamais pourquoi ils viennent s'asseoir à côté de moi pour essayer de me parler de vulve ou de baseball, alors que moi, je cherche rien qu'un peu de tranquillité et de silence. J'attire toujours les fous et les débiles, et les estropiés et les mouchards, partout où je travaille. Mais bien, comme ils disent, on attire toujours ses semblables. Maintenant, je viens de siffler une panne de whisky et je commence à grogner après ma bonne femme. Je vais toutes les deux les mettre à la rue pour du whisky et de la bonne bière. Salut. Salut, toute la vie. Toute la vie est horrible. J'écoute un morceau d'orgue de 3 ou 4 siècles qu'on a écrit pour moi en cadeau. Et je suis à moitié doux, maman, fou. Je suis à moitié fou. Écoute, Al, je veux avoir un... Merde. Je suis assis et bu un... Pendant... Regarde, je m'en vais quelque chose. Je me sens bien. Et je me sens pas bien. Écoute, monsieur Purdy. Je peux plus toucher... Scotch. Je dois m'arrêter. Je t'admire comme un exemple. Tu es le seul poète, homme, personne que j'admire comme ça. Ne t'arrête pas encore. Tu es un humain, toi, cheval caribou. Je t'en prie, pardonne mon ivresse et mon exubérance. Je suis d'une tristesse lente. Je pense que tu es le tout dernier humain qu'il reste. Je bois à ta santé, Buck. C'est quoi le meilleur coin du Canada, hein? Mort. Mort. They wind between these places, over back lanes and weathered veins where creeks have left their traces. Fruit trees planted long ago still bloom every other season. Fence won't keep the rabbits out, the gate's always open for some damn reason. Trace the coastlines laced to a place that's worn and storied. At the end of that chain, the Great Lakes drain into the old St. Lawrence. Oh, we've held a party or two, slept a million dreamers who woke to find the coffee on, though
the smoke is gone, the poetry lingers. If you're too tucked away and you can't see the sun, if you're something to say, but you ain't got no one, whatever you do, if you have to, or use your thumb, just get here, just come. Peut encore bourré. A pas besoin de l'approbation de créatures. Ne lâche rien, Buck.